Salut. Bon là je vois que le premier épisode était super bien pris. Je suis en train de bosser sur le deuxième. Ça paraît de films qui ont jamais pu être faits. Dans le tas par exemple, il y a le Superman que Burton n'a jamais fait. L'histoire est beaucoup plus complexe que le simple costume moche qui traîne sur internet. Salut tout le monde, c'est Ali Benbi et bienvenue dans ce deuxième épisode de Super Vocal. Aujourd'hui on parle de films inachevés. Il y a plein d'exemples connus, il y a par exemple le Don Quichotte de Terry Gilliam, qui a échoué pas mal de fois. C'est la bonne cette fois, on y croit. Putain, il manque un truc. Salut tout le monde, je suis encore en train d'avancer sur le prochain épisode. J'ai essayé de trouver une version, j'ai pas trouvé ça cool. Du coup, je suis en train de tout refaire. Je vais pas vous spoiler, on n'a jamais vu ce niveau de production sur une chronique ciné sur internet. En 1996, Warner Bros voulait relancer Superman au cinéma. Pour ça, ils ont fait appel à plusieurs scénaristes, dont Kevin Smith, gros fan de comics connu à l'époque pour des films qui avaient rien à voir, choisi pour avoir critiqué la première version du scénario, et Tim Burton à la réalisation après ses succès avec Batman. L'idée était d'adapter l'arc Death of Superman sorti en 1993, un arc qui, comme son nom l'indique, montre la mort de Superman se sacrifiant face à Doomsday, l'état du monde en son absence, ainsi que sa résurrection. Pour le scénario du film, plusieurs réécritures ont eu lieu. D'abord par Kevin Smith, qui s'est fait juste grave plaisir en mettant tout ce dont il rêvait en tant que fan de la licence, puis Wesley Strick pour corriger son scénario à la demande de Tim Burton parce qu'il avait justement écrit n'importe quoi, et enfin Dan Gilroy pour réduire le coût du film qui s'annonçait déjà cher. Les idées étaient superbes, les designs des décors, des accessoires, tout avait vraiment de la gueule. Did a lot of testing with that, and I think, you know, for the time. It blew up into thousands of little pieces. They all became colonies and all had their own monsters. Rent him, and literally, visually, after Superman is killed by Doomsday, Kay resurrects him and becomes the new costume. Sylvain was working primarily on the Skull ship. He was doing concept illustration, beautiful pen and ink and watercolor illustrations, some done in marker. Pourquoi je suis là? Alors en fait son idée c'était de dévoiler dans cette vidéo que je viens du futur, que je suis dans un futur dystopique en fait où j'ai raté mon premier long métrage et où je remontais le temps pour lui enseigner un petit peu les bases du cinéma qu'il devait connaître, pour qu'il apprenne de mes erreurs et lui se trompe pas en faisant son film pour sauver le futur et que ce soit un futur où moi je perce, je sais pas. Non, en plus, il a même pas réfléchi correctement à cette idée, c'est juste que il voulait que je vienne d'un monde parallèle, mais ça a été pris ailleurs. Ah, la différence entre nous deux. Bah en fait, c'est que moi, je porte toujours des t-shirts musicaux dans toutes mes apparitions. J'ai des t-shirts avec soit des groupes de musique, soit des pochettes d'albums, des trucs comme ça, quoi. Bah, c'est comme ça dans toutes les vidéos. Tout le monde a déjà vu cette photo sur internet et je voulais m'arrêter 2 minutes dessus. Ce costume là, c'était loin d'être la seule idée. C'était un test. Plusieurs costumes étaient prévus tout le long du film, dont un super costume cocon pimpé au néon qui aurait servi à sa régénération, ainsi qu'un costume noir pour son retour. Et les cheveux, bah c'est pareil, il portait juste une perruque, d'autant plus que le Superman de l'époque avait bien les cheveux longs. Du coup ouais, c'est un peu sale de réduire le film juste à ça. Le casting aussi était formidable. Quoi qu'on en dise, Nicolas Cage a déjà prouvé qu'il savait bien jouer, et ça peut paraître étrange comme choix dit comme ça, mais c'est justement parce que l'intention était d'avoir un Superman au look plus alien qu'il a été choisi. On aurait pu aussi retrouver des acteurs comme Chris Rock, Sandra Bullock, Christopher Walken, ou encore Kevin Spacey. Oui, bah Kevin Smith, il bossait sur des films, et en même temps, il bossait sur des comics papier. Et en 2003, donc, il reçoit un appel du réalisateur de Daredevil, et lui dit « Mec, je prends qui pour jouer le rôle principal ?» Bon, évidemment, Kevin Smith, c'est un gros fan de Ben Affleck. Il lui dit, je cite, me demande même pas, je vais te dire Ben Affleck pour tout. Tu m'aurais dit que tu fais un remake de Dents de la Mer et que tu cherchais un requin, je t'aurais dit Ben Affleck quand même. Le plus marrant dans cette histoire, c'est que Ben Affleck, il a pas envie de jouer Daredevil, il a envie de jouer Batman. Le problème, c'est que les suites de Batman, elles ont bidé. Du coup, il se dit, jamais j'aurai la chance de jouer Batman, et c'est le truc le plus proche qu'on me proposera de toute ma carrière. Il a accepté, ça s'est pas bien passé, le film est une purge. 10 ans après, 2013... Warner annonce qu'ils vont faire un gros univers partagé DC Comics et que Ben Affleck est pressenti pour jouer Batman. Et là les fans ils commencent à s'enflammer en mode ouais non il faut pas qu'il joue Batman, il est pas bien, c'est pas un bon acteur, le gars la même année il gagnait un Oscar pour Fargo. Et la raison choisie pour pas le prendre en fait ça a été oui bah regardez Daredevil c'est pas bien. Bon personne n'écoutait les pétitions de fans c'est tant mieux. Mais quand même je trouve ça chaud. En fait imagine tu veux jouer un rôle plus que tout dans ta life, tu prends le deuxième truc le plus proche qu'on te propose par peur de jamais avoir ce que tu veux, et le jour où t'as enfin ce que tu veux, on tombe dessus parce que t'as pris le deuxième truc un jour. Le rapport avec ce qu'on racontait ? On parlait de quoi ?
Ah oui, Nicolas Cage. Ouais. Vous avez vu Adaptation ? Le budget était colossal et une sortie était prévue pour 1998. Mais après 2 grosses années de pré-production, le film ne s'est finalement pas fait. D'une part parce que tous les échecs des suites de Batman les ont refroidis, mais aussi parce que globalement, tous leurs films se ramassaient les uns après les autres. Il était temps pour la Warner de la jouer safe, et le budget a finalement été alloué à Wild Wild West, un beat dans lequel s'était embarqué Will Smith après avoir dit non à Matrix. Comme quoi, il est pas le seul à faire des erreurs. Alors celui-là, j'étais persuadé que tout le monde le connaissait. Mais non, du coup, on va reprendre tout depuis le début. Terry Gilliam est né dans le Minnesota en novembre 1940. Il a grandi dans une famille et ok. On va pas reprendre là. 1989. Terry Gilliam découvre le Don Quichotte de Cervantes et décide d'en faire une adaptation. Bien que le roman reprenne déjà plusieurs thèmes récurrents du monsieur, il préfère réadapter l'œuvre à sa manière plutôt que de le reprendre littéralement et signe un contrat avec Phoenix Pictures en 1990 pour le réaliser. Mais il laisse vite tomber en trouvant le budget alloué trop bas pour ce qu'il souhaitait faire, préférant se concentrer sur The Defective Detective, un film qu'il échouera également à réaliser. Après plusieurs films, il reprend la production de Don Quichotte en 1998, qui devient L'homme qui tua Don Quichotte. L'histoire prend une autre direction et parle maintenant d'un mec qui voyage dans le temps pour retrouver le vrai Don Quichotte dans le passé, mêlant du coup le roman original à des éléments d'un Yankee à la cour du roi Arthur, une adaptation qu'il avait aussi échoué à réaliser par le passé. Ouais, le mec, dans son intro, enfin dans l'intro du film, épisode je sais pas quoi, il imaginait genre un vaisseau venir se poser au milieu d'une forêt au milieu de la nuit, et il voulait pas un vaisseau en carton, il voulait pas un vaisseau en effets spéciaux, il voulait vraiment un vaisseau en dur quoi. Je lui ai dit que on n'aurait jamais le projet pour un film de genre. Non mais je lui ai bien dit, avec le budget qu'on avait, on pouvait avoir quoi ? 3 caméos peut-être ? Un 4ème ? Mais évidemment que le cinéma de genre ça coûte cher en France, mais il suffit de regarder les chiffres. Je veux dire, vous voyez le budget de La Petite Famille par exemple, comédie surproduction internationale, évidemment qu'ils ont sorti les grands moyens, les super effets spéciaux, un casting de fou. Bien sûr, le genre ça coûte très cher en France, et surtout le genre de la comédie, évidemment, parce que c'est pas ce qui marche le plus la comédie, mais ils prennent des risques à ce niveau-là. Sauf que du coup, Ali voulait faire un truc qui rentrait plus dans les cases, un truc de science-fiction, et personne voulait de son projet. Du coup, évidemment, il a pas eu d'autre choix que de faire une Michel Gondry et de partir s'exporter à l'étranger, quoi. Terry Gilliam, refusant le contrôle d'Hollywood sur son projet, décide de faire son film en Europe, avec au casting Jean Rochefort dans le rôle de Don Quichotte, accompagné de Johnny Depp et Vanessa Paradis. Que des acteurs formidables, sauf un. Malgré des agendas incompatibles entre les différents acteurs, le tournage commence en Espagne. Au premier jour, des F-16 ruinèrent tout le son des plans. Au deuxième, une pluie torrentielle fait stopper le tournage, rend le sol beaucoup trop boueux, change la couleur des falaises, rend toute continuité impossible avec la veille, et accessoirement fout en l'air tout le matos. C'est génial. Du matos pas bien assuré. Le temps de récupérer du matériel, Jean Rochefort devient inapte à chevaucher sa monture à cause d'une hernie discale, et après son diagnostic, il annonce ne pas revenir sur le tournage. En novembre 2000, après 2 ans passés à caster l'acteur idéal pour le rôle, la production du film s'arrête. Ja, dus je hoort me nu Nederlands spreken omdat het beter klinkt en om net te doen alsof dit een internationale productie is. Maar we hadden eigenlijk geen precieze tekst te zeggen en Ali zou het allemaal wel laten doen in de ondertiteling. Ik maak trouwens ook muziek. Ga maar naar mijn YouTube-channel. On s'était mis d'accord pour un caméo de Rafale. Sauf que moi, je suis son agent, j'ai un cahier des charges à respecter. Une caravane, il lui fallait une caravane pour qu'elle ait son coin calme, qu'elle puisse se reposer, et ça n'a pas été respecté. On m'a proposé une boîte en carton. Une caravane pour lapin, ça prend pas énormément de place, tu le mets dans un coin de la pièce, c'est bon. Sous prétexte qu'elle est d'une autre espèce, on la discrimine. On la traite comme une moins que rien, et elle vaut mieux que ça. Je suis désolée, elle vaut mieux que ça. Ça me met hors de moi. Après de longues années pleines de faux départs et de galères juridiques, Terry Gilliam annonce tout recommencer de zéro. On va complètement tout retourner. Les dernières années m'ont appris que je pouvais écrire un film bien meilleur. Je suis très excité qu'il puisse enfin se faire. Robert Duvall remplace Jean Rochefort et Johnny Depp, indisponible, finit par être remplacé par Ewan McGregor. Nous sommes déjà en 2010. Mais le financement ne suit pas. 2014, quelques mois plus tôt, sur la promo de The Zero Theorem, Terry Gilliam annonce qu'il allait encore essayer. La production est censée commencer en septembre, des concept arts apparaissent, et en août, il annonce que le pitch change. Le héros de l'histoire a déjà réalisé un film Don Quichotte dans le passé, et ses répercussions ont été dures pour les gens ayant travaillé dessus. Septembre arrive, John Hurt confirme être le nouveau Don Quichotte, mais très vite, Gilliam annonce avoir affaire à un pépin, et le tournage s'arrête. 2015, après un deal pour qu'Amazon distribue le film, la production du film est suspendue à nouveau. On diagnostique à John Hurt un cancer du pancréas. 2016, Paulo Branco, nouveau producteur du film, promet qu'il obtiendra le budget nécessaire au film avant septembre. Le film entre une énième fois en pré-production,
Michael Palin devient le nouveau Don Quichotte, accompagné de Adam Driver et d'Olga Kurylenko. Branco veut le contrôle créatif du projet, et Gilliam pense que collaborer est son seul moyen d'enfin avoir son film. Peu avant le festival de Cannes 2016, Amazon se retire du projet à cause de la réputation de Branco, mais Gilliam maintient que le tournage se débutera en octobre. Et c'est là que ça se gâte. Branco commence à faire des coupes de budget d'absolument partout et impose ses propres règles sur la production. Soit tu fais le film de ma manière, soit tu corromps immédiatement la faisabilité du projet et ton film est condamné. Il ne verra jamais la lumière du jour. Terry Gilliam n'accepte aucune des conditions imposées et Branco suspend officiellement la production. Son projet, ça m'a rappelé un peu Hitler. Donc ce qui s'est passé, c'est que Ali était désespéré, il m'a passé un coup de fil pour qu'on se cale un rendez-vous pour que je revoie un peu avec lui son scénario. Il a écrit son script, il me l'a envoyé, et waouh, c'était tellement mauvais. À la lecture, je me suis rendu compte que c'était un mix entre Atomic Circus et Les Visiteurs qu'il voulait faire. Pour une fois, il plagiait pas Community, et c'était pas bon signe en fait. Il est parti dans un trip de comédie française de merde, et sans blague méta. J'étais là genre, mais Ali, qu'est-ce que tu fais? Fais des blagues méta enfin, c'est pour ça qu'on t'aime. Je lui ai dit non Ali, c'est pas possible, c'est trop mainstream, prends des risques, appelle Cadmerade, appelle Danny Boone. J'ai contacté leurs agents, ils étaient super chauds, sauf que Ali, non. Je me suis dit, bon, ça me déçoit de lui, c'est horrible. Heureusement que les acteurs sont partis. D'accord, fais ton truc, mais fais-le sans moi. Et au final, toute l'équipe a un peu abandonné le projet parce que c'est pas tout de vouloir faire un truc, mais si tu n'écoutes pas les gens qui veulent t'aider sur ton truc, qui est déjà en soi risqué, il faut un peu te remettre en question. Surtout quand tu n'écoutes pas les avis de tes consoeurs, en fait, dans le métier. Et ouais, non, ça m'a énervé. Je pense que je vais en faire un film un jour de ça. Je suis heureux que ça soit pas fait. Ça l'aurait pourri. Everyone gather round, quick announcement. Come on around. Everything that we shot so far is worthless. On est parti sur autre chose. Il a voulu aller trop loin, il n'a pas écouté. Et là, on le retrouve. Enfin, je le retrouve là. Totalement dépité, il a totalement lâché l'affaire. Il passe son temps à mater des épisodes de Community, il faut rien du tout. Le mec, il a perdu toute motive, et au final, ça a bloqué la chaîne pendant... quoi, peut-être 4 mois? Bah, j'ai repris les rênes, sinon il a jamais continué, quoi. Mais je crois que l'ironie du sujet choisi a pas aidé. Mars 2017, Terry Gilliam annonce qu'il tourne des images de Don Quichotte pour la première fois depuis 2000. Adam Driver et Olga Kurylenko sont toujours attachés au projet, et Jonathan Pryce remplace Michael Palin. Juin 2017, il annonce la fin du tournage. Novembre 2017, le montage initial est quasiment terminé, et le 23 décembre, il annonce « L'année est presque finie, l'homme qui a tué Don Quichotte aussi ». Et en mai 2018, après avoir encore été abandonné par Amazon, après avoir survécu à un AVC, après un procès face à Branco, son ex-producteur, le film clôture le Festival de Cannes sur une standing ovation. En 1973, Michel Sardou, producteur, vient de sortir le 3e film d'Alejandro Jodorowsky, La Montagne Sacrée. Après le succès du film, Michel Sardou donne carte blanche à Jodorowsky pour réaliser ce qu'il veut. I don't know what I say Dune, I can say Don Quixote, or I can say Hamlet, I don't know, anything. I say Dune. Pour ça, il doit monter son équipe. Il commence par sa caméra, le dessinateur Moebius. 300 pages plus tard, il a son storyboard. Il se rend donc à Hollywood pour trouver Douglas Trumbull, l'homme qui a travaillé sur les effets de 2001, l'Odyssée de l'espace. La rencontre ne se passe pas comme prévu, et pour se consoler, il file au cinéma voir Dark Star, le film d'un inconnu nommé John Carpenter, dont les effets sont réalisés par un autre inconnu du nom de Dan O'Bannon. Dan O'Bannon rejoint donc l'équipe à la place du Douglas Trumbull imaginé à l'origine, et c'est à partir de là que ça devient totalement surréaliste. Il cherche à obtenir Orson Welles pour un de ses rôles. Pour ça, il fait tous les restaurants de Paris et le trouve enfin et lui promet de ramener le chef du restaurant sur le tournage pour qu'il accepte. Il essaye d'avoir Salvador Dali, mais refuse car il veut être l'acteur le mieux payé de toute l'histoire d'Hollywood. Heureusement, ils ont une combine. Je peux pas le payer le plus cher du monde, c'est impossible. Puis de fil en aiguille, parce qu'on était têtu et qu'Alexandre me dit c'est quand même le seul qui peut faire l'empereur, l'empereur totalitaire, on a eu cette idée qui était de le payer à la minute utile. Et malgré s'être disputé avec eux pour une histoire de Big Mac, il réussit à avoir Pink Floyd et Magma à la BO du film. Après 4 ans de culot, de chance incroyable et de travail acharné, le storyboard du film est complet. Les concept art aussi, les costumes sont validés, la déco, tout est prêt pour lancer la production du film. Ou plutôt pour lancer la production d'un film qui est parti pour faire au moins 6 heures et dont il manque encore un tiers du budget. Des guides sont donc envoyés dans toutes les grosses productions, mais sans surprise, tout le monde refuse. Tout en gardant les guides évidemment, ça peut servir. Ce qui fait que plein de films sortis après en ont emprunté des éléments. Au moins c'est pas perdu. Que tout est pour les biens et que les chaînes n'existent pas. C'est un changement de chemin.
Il faut pas écouter, il faut faire les choses qu'on veut. Il faut essayer, même si on ne peut pas, il faut essayer de faire l'impossible. Et il faut continuer. Et avoir la force de ne pas être abattu pour n'importe quoi. Moi, j'ai passé le purgatoire que pendant 23 ans, je n'ai pas fait un film. Parce que je ne pouvais pas, parce que l'industrie m'a refusé. Bon, il a fallu du temps pour processer tout ça, et il a même pas voulu que je fasse le documentaire dessus, quoi. Enfin, depuis le début, moi j'avais des images, je me suis dit autant s'en servir, autant les monter ensemble, enfin, montrer aux gens que l'échec c'est pas grave et qu'on peut continuer derrière, quoi. Mais bon, pour lui le meilleur moyen d'aller de l'avant c'était de tout effacer et d'oublier. C'est con, il y a même une vidéo où il m'a coupé au montage, où vous voyez bien en train de faire le montage du docu. C'est dommage, ça aurait été une belle leçon. Parmi les 3 documentaires retraçant ces différentes mésaventures, c'est celui-ci qui m'a le plus déprimé. Mais Jodorowsky par contre est pas du tout démoli après cette expérience, il est juste passé à autre chose. Tous les réalisateurs, acteurs, auteurs, producteurs cités dans cette vidéo ont malgré les échecs persévéré dans leur art, et ont tous sorti d'autres films par la suite. Certes, c'est des projets qui font rêver, trop grands, proposés au mauvais moment, ou encore tout simplement victimes de malchance. Mais ils ont tous pour point commun d'avoir été des inspirations. Le DC Universe a repris pas mal d'éléments de Superman Lives à travers ses films. Le Superman de 2006 a même casté Kevin Spacey dans le rôle de Luthor. Jodorowsky, quant à lui, a créé L'Incal avec Moebius. Dan O'Bannon et Giger ont ensuite collaboré sur Alien, œuvre phare de l'histoire du cinéma. Et les designs de Dune ont inspiré des dizaines et des dizaines de films jusqu'à aujourd'hui. En plus d'avoir inspiré leur équipe dans la suite de leur carrière, ils ont aussi inspiré tout un public. Et c'est pour ça que je trouve ce genre de documentaire important. Ça permet de se rendre compte de tout ce qui compose l'aventure de faire un film. Ce que ça coûte à chacun, ce que ça demande, la motivation qu'il faut pour ça. Et pour ça, je dirais même, c'est peut-être tant mieux que ces films soient pas sortis, qu'ils existent pas. C'est peut-être même mieux que ces films existent uniquement dans nos têtes. On les fantasme, ils ressemblent exactement à ce qu'on veut. Et ils sont mentalement des films parfaits car faits à notre image. L'important c'est qu'après l'échec, il faut se relever. C'est tout ce qui compte. C'est que ça qui peut motiver quelqu'un à réussir son film après avoir passé 30 ans à essayer maintes et maintes fois de le faire. Et c'est ça qui motive quelqu'un à reprendre des vidéos après avoir passé autant de temps à se remettre en question. J'espère que la suite vous plaira.